Merci Denis. Non bah non, hein, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Pourquoi? Bah franchement, parce que quand on parle de dynastie égyptienne, tout de suite c'est 4e dynastie. Khéops, Khéphren, Mykérinos, les bâtisseurs de pyramides, les pyramides de Gizeh. Après il y a éventuellement du Ramsès II, du Akhenaton, du Cléopâtre, ou le père de Khéops, Snéfrou un petit peu plus tôt, ou Djoser avec la première, on pense la plus vieille pyramide, la pyramide à degrés, à Saqqara, mais c'est clair qu'on ne pense pas à d'autres dynasties intermédiaires, dont la 12e dynastie que je vais aborder dans cette vidéo, parce que cette 12e dynastie, elle marque l'apogée de l'évolution et le développement économique du Moyen Empire des dynasties égyptiennes. Et juste à l'instant, je parlais d'ailleurs de Snéfrou, avec ses pyramides qui sont à Dachour. Et bien à Dachour, il y a aussi une pyramide en terre crue, en briques de terre crue, la pyramide de Amenemhat III. Et bien Amenemhat III, lui, il faisait partie de cette 12e dynastie. Il y avait Amenemhat I, II, III, et le 4, ainsi que la reine Sobekneferu, et aussi d'autres pharaons qui s'appelaient Sésostris 1, 2 et 3. Et quand je dis Sésostris, bien entendu, aucun rapport avec Jean-Pierre Coff. Sésostris, tu sais. Oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Bref, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, comme toujours, si ce n'est pas fait, on clique, on s'abonne, on clique sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Si vous n'êtes pas sur Facebook ou Instagram à me suivre, eh bien n'hésitez pas à le faire aussi. Ça s'affiche en bas, vous avez toutes les informations. La 12e dynastie des pharaons d'Égypte, la dynastie pour laquelle vous n'êtes pas prêt, je vous le dis, c'est tout de suite et c'est après le générique. Selon Manéthon, la 12e dynastie comprend 7 rois, originaires de Thèbes. Amenemhat Ier est le premier roi de la 12e dynastie. Une inscription présente à Karnak fait du père divin Sésostris le père d'Amenemhat. Amenemhat, originaire de Haute-Égypte, vénère le dieu Amon, qui commence alors à s'élever vers les sommets du panthéon égyptien et supplante Montu, dieu de la guerre, comme la première divinité de Thèbes. Amon va connaître son apogée sous la 21e dynastie, lorsque son grand prêtre Hérior se proclame pharaon. Les 30 ans de règne d'Amenemhat apportent à l'Égypte une stabilité qu'elle n'avait plus connue depuis 2 siècles. De plus, son règne est à l'origine de la puissance de la 12e dynastie, laquelle va durer 200 ans. Celle-ci s'effondrera sous le règne de la reine Sobekneferu et débouchera sur la 2e période intermédiaire. Aussitôt après son couronnement, en 1991 avant Jésus-Christ, Amenemhat sillonne le Nil avec sa flotte et combat les nomarques récalcitrants, les Asiatiques au nord et les Nubiens au sud. Il transfère sa capitale loin de Thèbes et d'Hérakléopolis à une trentaine de kilomètres de l'antique Memphis. De par sa situation, la nouvelle ville permettait de surveiller en même temps la Haute et la Basse Égypte. Mais cette cité fortifiée n'a pas encore été retrouvée. Le règne d'Amenemhat a été marqué par de nombreux changements. Pour souligner cette renaissance, le roi se donne le titre de Ouhem Messout, celui qui renouvelle les naissances. Il indique aussi par là qu'il est le premier d'une nouvelle lignée. L'un des actes les plus importants d'Amenemhat est d'introduire la pratique de la corégence, observée ensuite durant toute la 12e dynastie. En l'an 20 de son règne, il associe son fils Sésostris au gouvernement. Tous les deux partagent le trône pendant 10 ans, jusqu'à l'assassinat d'Amenemhat Ier. Le jeune corégent prend en charge les affaires militaires et maintient la paix à l'est et à l'ouest, et progresse vers le sud. Ainsi, une inscription datée de l'an 24 du règne d'Amenemhat, et donc de l'an 4 du règne de Sésostris, rapporte une expédition contre les habitants des sables, des Asiatiques qui se cachent à la frontière nord-est de l'Égypte, vers la bande de Gaza. La nécropole royale est installée à Licht, non loin de la capitale, à l'orée du Fayoum. La pyramide d'Amenemhat ressemble à celle de l'Ancien Empire, en plus modeste. Le noyau intérieur est constitué de petits blocs de calcaire dont beaucoup ont été prélevés sur les monuments en ruine de l'Ancien Empire à Gizeh et à Boussir. Le revêtement extérieur, en calcaire blanc de Toura lui aussi, a disparu depuis longtemps. De même, le temple funéraire, jadis décoré de beaux reliefs, a été détruit en grande partie. On connaît mal la disposition intérieure de la pyramide, inaccessible à cause des infiltrations de la nappe phréatique. La chambre funéraire, quant à elle, a été probablement pillée dès l'Antiquité, mais cela n'a jamais pu être confirmé.
Selon l'histoire de Sinouhé, le prince Sésostris conduisait une expédition contre les Libyens dans le désert de l'Ouest lorsque son père Amenemhat Ier fut assassiné. Sésostris s'empressa de revenir dans la capitale où il fit échouer le coup d'État. Il reprit rapidement le contrôle de la situation et organisa les funérailles de son père à Licht. La décision du roi d'associer son fils au pouvoir pendant 10 ans a porté ses fruits, puisque Sésostris entame alors un règne de 34 ans, corégence non comprise. Ce qui fait que si l'on comprend la corégence, nous arrivons à un règne de 44 ans. La période de la 12e dynastie, qui va du 20e au début du 19e siècle avant Jésus-Christ, représente l'âge d'or de la littérature égyptienne. L'art et l'artisanat atteignent quant à eux la perfection, comme en témoignent les bijoux retrouvés dans les tombes de princesses royales à Dachour et Ilahoun. Sésostris Ier s'est employé à consolider l'œuvre de son père. L'Égypte se tourne vers la Nubie pour se procurer de l'or et des produits agricoles. Elle contrôle la région grâce à une série de 13 forteresses qui s'alignent jusqu'à la deuxième cataracte. Carrières et mines sont en activité dans tout le pays, les pierres dures proviennent du Wadi Amamhat, l'or des mines situées près de Coptos, et des inscriptions de stèles de Beni Hassan et d'Assiout en Moyenne-Égypte rapportent que Sésostris a dirigé des expéditions dans le sud et pour la première fois dans les oasis. En l'an 3 de son règne, Sésostris rebâtit le temple de Ré-Atoum à Héliopolis, ancien centre du culte solaire, et exécute une partie du rituel de fondation. En l'an 30, année de son jubilé, il érige 2 obélisques de granit rose de 20 mètres de hauteur, pesant chacun 120 tonnes. D'ailleurs, l'un d'eux est le plus vieil obélisque d'Égypte encore debout. 3 ans au moins avant sa mort, Sésostris a désigné comme co-régent Amenemhat II, le fils qu'il a eu avec son épouse principale, la reine Néférou. Sésostris est mort en 1926 avant Jésus-Christ et il a eu le temps de construire sa pyramide à Licht, à 1,5 km au sud du monument de son père. La pyramide de Sésostris est, comme celle de son père Amenemhat Ier, inaccessible à cause des infiltrations d'eau. Le complexe funéraire compte 9 petites pyramides satellites destinées aux femmes de la famille royale. Les fouilles du musée métropolitain de New York, réalisées entre 1908 et 1934, ont livré les noms des propriétaires de quelques tombes. Certaines sont restées anonymes, leurs sarcophages et leur équipement funéraire ne comportant aucune inscription. Et concernant les pyramides pour lesquelles nous avons retrouvé des inscriptions, il y a plusieurs filles de Sésostris avec des noms assez compliqués, parmi lesquels Néférou Sobek, Néféroupta et Nense-Djedet. Amenemhat II succède à son père, Sésostris, mort vers 1926 avant Jésus-Christ. Avec un règne de 34 ans, il jouit également d'une longévité égale à celle des autres souverains de la famille. C'est à cette époque que les Égyptiens réalisent que la région du Fayoum offre de grandes possibilités dans les domaines de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. Amenemhat II s'est surtout efforcé de poursuivre la politique extérieure de ses prédécesseurs. Les échanges diplomatiques entre l'Égypte et les pays de l'Est sont bien attestés pour cette époque. Des bijoux ornés du cartouche du roi et des copies locales de joyaux de la 12e dynastie ont été retrouvés dans les tombes royales de Byblos au Liban, principalement dans celle du prince local Ibshemwabi. En Égypte même, les fondations du temple de Muntu à Tod, au sud de Luxor, ont livré un trésor comprenant 4 coffres de bronze avec le nom d'Amenemhat II inscrit sur le couvercle. Les coffres contenaient un grand nombre de coupes de style lévantin et égéen, des sceaux cylindres babyloniens et des amulettes en lapis-lazuli de Mésopotamie. Il s'agissait soit d'un cadeau diplomatique, soit tout simplement d'un tribut. Les coupes en argent avaient une valeur considérable car l'argent était beaucoup plus précieux que l'or dans l'Égypte ancienne. Les contacts avec la Crète au nord-ouest sont attestés par des trouvailles faites à Knossos et par la découverte de poteries minoennes en Égypte sur le site d'Ilaoun et dans une tombe d'Abydos. Amenemhat II a construit sa pyramide à Dachour à l'est des monuments de Snéfrou. Le choix de ce site est peut-être lié au projet de construction voisin du Fayoum. Du monument, il ne reste qu'un gros amas de briques crues érodées qui formèrent jadis le noyau de la pyramide, dont les côtés mesuraient 81 mètres à la base. Sésostris II, qui observe la tradition familiale d'alternance des noms, succède à son père Amenemhat II, mort vers 1895 avant Jésus-Christ. Auparavant, il a exercé la corégence pendant au moins 3 ans. Durant son paisible règne, il continue à étendre les terres cultivables dans le Fayoum et établit de bonnes relations avec les élites provinciales. Dans les inscriptions des tombes de Beni Hassan en Moyenne-Égypte,
les nomarques affichent des rapports cordiaux avec le roi et rappellent les honneurs qu'il leur a décernés. À Ilahoun, Sésostris II a érigé une pyramide, essentiellement en briques crues. Elle s'est beaucoup érodée après avoir perdu son revêtement de pierre, et les constructeurs ont essayé d'égarer les pilleurs en plaçant l'entrée de la pyramide dans le dallage jouxtant le monument du côté sud, plutôt que dans l'édifice lui-même. Mais cette astuce n'a pas trompé les pilleurs. En 1889, Flinders Petrie a trouvé dans la chambre funéraire inondée un très bel uraeus en or avec des incrustations qui a dû tomber de la momie profanée. Petrie, de retour sur le site en 1913, a fouillé 4 tombes-puits appartenant à des membres de la famille royale, situés dans un petit ravin au sud de la pyramide. Tout avait été vidé de leur contenu, sauf celle de la princesse Sat Hathor Yunet, qui a livré une superbe collection de bijoux et d'objets de toilette enfermés dans 3 coffres d'ébène. Les fouilles ont apporté une grande quantité d'informations précieuses sur la vie sociale et la vie économique des anciens Égyptiens. Des douzaines de papyrus, dont le contenu très varié, pas de comptes et documents administratifs à des traités de gynécologie ou même d'art vétérinaire, éclairent d'un nouveau jour l'organisation du ravitaillement et du logement d'une main-d'œuvre multiraciale et disciplinée. Sésostris III a accédé à la royauté vers 1878 avant Jésus-Christ et régné 37 ans. C'est le pharaon dont on connaît le mieux le visage, aux paupières tombantes et aux traits déformés par les soucis, en tout cas tel que le signifie la légende. Le Moyen Empire s'écarte des portraits idéalisés, figeant les rois dans une éternelle jeunesse et produit des œuvres beaucoup plus réalistes. Les Égyptiens prennent ainsi conscience que le roi a beau être un dieu sur terre, il n'en est pas moins préoccupé par le bien-être de son peuple. Il ne consacre plus d'immenses ressources et un temps considérable à ériger des monuments pour la vie future du roi dans l'au-delà. Il préfère se concentrer sur des projets de développement agricole, tels que l'élargissement du Bar Youssouf. Manéthon décrit Sésostris III comme un grand guerrier et donne la taille du roi. Largeur 4 coudées, 3 palmes et 2 doigts, c'est-à-dire plus de 2 mètres. Cette stature imposante du roi a-t-elle favorisé la mise en application de réformes antérieures ? Il a divisé le pays en 3 régions administratives, le nord, le sud et la tête du sud, avec Éléphantine et la Basse-Nubie, placés sous l'autorité d'un conseil de grands dignitaires qui rendait compte directement au vizir. Une fois la stabilité intérieure du pays assurée, Sésostris III se tourne vers l'extérieur. Au début de son règne, il organise une série de campagnes dévastatrices en Nubie, afin de protéger la frontière sud de l'Égypte des incursions de voisins belliqueux et de garantir la sécurité des voies commerciales et des routes de mines de Nubie. Sésostris III rétablit l'ordre en Nubie à plusieurs reprises, en l'an 12 et en l'an 15 de son règne, et tirera une grande fierté de ses prouesses militaires contre les tribus insoumises. Il repousse la frontière sud vers des limites encore jamais atteintes par ses prédécesseurs et lance cet avertissement aux souverains qui lui succéderont. Or, quand un tout fils qui est le mien, qui affermira cette frontière que ma majesté a faite, il est mon fils, né de ma majesté. Le fils qui défend son père est un modèle, qui maintient la frontière de son géniteur. Or, quant à celui qui la négligera, ne combattra pas pour elle, il n'est pas mon fils, il n'est pas né de moi. Il n'est pas surprenant alors que Sésostris III ait été vénéré comme un dieu en Nubie par les générations suivantes et que ses fils et petits-fils aient conservé cet héritage. Ainsi, bien que la capitale et la nécropole royale aient été transférées dans le nord du pays, les souverains continuent de témoigner intérêt et respect au centre religieux de Thèbes. Sésostris III a érigé sa pyramide dans la nécropole du Moyen Empire à Dachour. Avec 115 mètres de côté, c'est la plus grande de la 12e dynastie. La disparition du parement en calcaire a gravement endommagé le noyau intérieur en briques crues, et comme son père, il s'est efforcé de cacher l'entrée. Il l'a placé sous le dallage, sur le côté ouest de la cour environnante. Inutile de dire que cette astuce n'a pas non plus découragé les voleurs et pilleurs. Les fouilles de Jacques de Morgan, menées en 1894 et 95 dans le secteur nord-ouest de l'enceinte de la pyramide de Sésostris, ont mis au jour les tombes de son épouse, la reine Méréret, et de la princesse Sat Hathor. Les 2 tombes ont livré de très beaux bijoux qui n'ont pas été dérobés parce qu'ils se trouvaient dans la tombe même, et non pas sur les momies profanées. Le fils de Sésostris III, Amenemhat III, a régné 45 ans. Comme son père, il est connu par une série de portraits remarquablement individualisés. Son règne a vu l'apogée de la croissance économique du Moyen Empire. Plus de 50 inscriptions rupestres signalent d'incessantes expéditions minières entre l'an 2 et l'an 45 de son règne. Malgré un long règne, il reste peu de textes d'Amenemhat III en Égypte.
Plus de 90% des inscriptions le concernant ont été découvertes hors d'Égypte, dans le Sinaï notamment. Elles offrent cependant un bon aperçu de ce règne et donnent une longue liste de fonctionnaires et de travaux dans les carrières. Amenemhat a bâti 2 pyramides pour lui-même, un peu comme le roi Snéfrou de l'Ancien Empire. L'une de 114 mètres de côté se trouve à Dachour, l'autre de 112 mètres de côté a été érigée à Hawara. La pyramide d'Hawara et son temple funéraire ont retenu l'attention de plusieurs auteurs de l'Antiquité classique. Depuis Hérodote, le monument est considéré comme une merveille, un labyrinthe comparable à la fabuleuse structure de Knossos en Crète. Strabon, quant à lui, décrit en détail ses multiples salles et couloirs. En 1888 et 89, Flinders Petrie, toujours lui, qui fouilla le site, eut les plus grandes difficultés à faire coïncider les maigres vestiges subsistants avec la description de Strabon tant les destructions avaient été importantes. La pyramide d'Amenemhat III a été construite en briques, comme c'était l'usage au Moyen Empire, et revêtue de calcaire. L'entrée, changée une fois de plus de place afin d'être mieux cachée, se trouve sur la face sud. La chambre funéraire consiste en un énorme bloc de quartzite taillé à la manière d'une boîte sans couvercle qui est enfoncée dans le sol. Cette salle contenait 2 sarcophages en quartzite, le plus grand pour le roi, le plus petit pour la princesse Néferupta. Le dispositif de sécurité intérieur, rappelant les fausses portes et les pièges représentés dans les films sur le thème de la malédiction de la momie, réputé infranchissable, n'a pas empêché les pilleurs de pénétrer dans la tombe, de profaner les momies et de brûler les cercueils en bois. Amenemhat III a été le dernier grand pharaon du Moyen Empire. Par contre, on connaît peu son successeur, Amenemhat IV. Il est possible qu'il n'ait pas eu de règne indépendant, mais qu'il ait seulement exercé la co-régence aux côtés de son père. On suppose qu'il est mort prématurément et que la reine Sobek-Neferu est devenue régente avant de gouverner en son nom propre pour un temps assez bref. Les textes n'évoquent guère Amenemhat IV et Sobek-Neferu. On leur a attribué 2 pyramides situées à 5 km environ au sud de Dachour, à Masgouna, en se fondant sur le fait qu'elles étaient techniquement plus élaborées que la pyramide d'Amenemhat III et donc plus tardives. Petite parenthèse, c'est absolument l'inverse de ce que l'on peut remarquer en Égypte ancienne avec les plus belles et les plus complexes pyramides datant des toutes premières dynasties. Et c'est sur ce règne que se termine cette incroyable 12e dynastie qui va laisser bien entendu la place à la 13e dynastie des pharaons d'Égypte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous êtes un petit peu plus prêts pour appréhender les prochaines dynasties. Évidemment, dans le prochain numéro consacré à cette chronologie dynastique égyptienne, on va s'attarder sur la 13e dynastie. J'espère que ce chiffre ne va pas nous porter malheur. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao.